Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 Mokun. Aujourd'hui, on commence la reconstruction moteur. Eh oui, c'est officiel, c'est aujourd'hui, on commence par le bloc qui est derrière moi, on va remonter le vilebrequin. Alors si vous êtes abonné et que vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai ramené différentes pièces à un atelier de rectification. J'ai reçu le vilebrequin, je vais vous montrer ce qui a été fait. Alors voilà le vilebrequin, il n'est plus tout à fait comme je l'ai amené à l'atelier, comme je m'y attendais, il a subi une rectification. Comme je vous ai montré dans la vidéo où j'emmène ces pièces à rectification, j'avais un tourillon qui avait des rayures, donc je leur ai amené le vilebrequin tel quel. Je leur ai demandé de faire un contrôle, éventuellement une rectification si nécessaire, et pour moi c'était nécessaire. Et effectivement, que ce soit les tourillons, donc la ligne de rotation du vilebrequin, ou les manetons, là où viennent s'attacher les bielles, tout a dû être rectifié, on était hors tolérance au niveau de l'usure. Donc tout a été rectifié, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé un petit peu de matière pour être en code de réparation, ils ont enlevé 0,25 mm sur tous les paliers. Le vilebrequin est prêt, enfin presque prêt, va falloir quand même faire un peu nettoyage, mais avant ça, il va falloir s'occuper un peu du bloc moteur. Alors le bloc moteur, il est là, il a été entièrement repeint, hop, vous voyez il est magnifique. On l'a repeint en couleur d'origine, hein, en noir, et il va falloir que je vous explique quelques petites choses avant de remonter le vilebrequin. Voilà, donc là vous avez une vue du bloc moteur, là où vient le vilebrequin. Le vilebrequin vient ici au niveau des logements, là, les paliers. Et il y a une chose très importante avant de remonter un vilebrequin, c'est que le bloc et le circuit de lubrification doivent être parfaitement propre. Le bloc est déjà en lui-même relativement propre parce que je l'ai amené aussi à l'atelier pour un bon dégraissage. Il est revenu vraiment bien dégraissé, bien propre. Mais bon, là il a attendu quelques temps sur son support, il peut y avoir quelques petites poussières. Mais il faut surtout nettoyer le circuit de lubrification. Alors le circuit de lubrification, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais enlever ce palier. Voilà. Est-ce que vous voyez les deux trous qui sont là? Ça, ce sont les orifices d'arrivée d'huile pour mettre en huile le vilebrequin. Ici, il y a la pompe à huile. L'orifice qui est juste ici, c'est l'orifice d'aspiration de la pompe à huile. Donc la pompe à huile aspire de l'huile et l'envoie directement dans ce trou. L'huile arrive au niveau du filtre à huile qui est juste ici. Donc là, c'est le scotch de masquage pour la peinture, mais bon. Hop, je peux l'enlever. L'huile arrive par le trou qui est ici, là sur le côté, passe sur le tour du filtre à huile, est filtrée, et ensuite rentre dans le gros orifice central ici. Et de ce gros orifice ici vient alimenter tout le circuit de lubrification. Le circuit de lubrification qui est vraiment tout un circuit dans le bloc, creusé à même la fonte. Donc là, comme je vous ai dit, l'huile ensuite rentre dans cet orifice là et vient alimenter tout le bloc en huile. Ça vient alimenter l'arbre à cam en huile par un petit orifice que vous voyez juste ici, là. Ça vient aussi alimenter le tendeur de distribution qui est juste ici. Vous voyez l'orifice qui est ici, c'est l'alimentation en huile. Ça vient alimenter la culasse par le trou dans le bloc qui est ici. Et comme j'ai dit plus tôt, ça vient alimenter le vilebrequin. Et donc, ce qui est primordial, c'est que tout ce circuit soit parfaitement propre. Si jamais il y a la moindre poussière un peu trop grosse dans le circuit, ça peut venir rayer le vilebrequin, ça peut venir rayer l'arbre à cam, ça peut venir abîmer la rampe de culbuteur, abîmer la chaîne de distribution. Bref, on aura fait tout ça pour rien. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va venir s'assurer que tout le circuit de lubrification soit parfaitement propre. Donc, on va commencer de nettoyer tout ça. Il n'y a rien de très compliqué, on va déjà passer un coup de soufflette dans tous les orifices. Donc là, principalement ici. Voilà, j'ai bien tout soufflé, vraiment là tout le circuit est bien propre. Maintenant on va préparer la pose des coussinets et la pose du vilebrequin. On va enlever tous les paliers, toutes les vis, bien garder toujours le repérage, hein. Bon là moi j'ai de la chance, c'est repérer 1, 2, 3, 4, 5 directement, donc là moi je risque pas de me tromper. Donc ce qu'on va faire, on va nettoyer toutes les vis et on va nettoyer le taraudage dans le bloc, ainsi que les paliers en eux-mêmes. Et maintenant, tout ce qu'on a fait sur le bloc, et bah faut le refaire également sur le vilebrequin. Parce que oui, il y a également un circuit de lubrification dans le vilebrequin. Il faut bien venir alimenter les bielles en huile. Et donc des trous qui partent, des tourillons qui vont ensuite au maneton, donc là où est attaché les bielles, pour venir alimenter en huile. Donc l'huile qui vient du bloc, qui vient alimenter le vilebrequin, cette huile rentre ensuite dans les trous du vilebrequin pour venir alimenter le vilebrequin au niveau des bielles. Le vilebrequin est prêt. Maintenant, on va passer à un moment critique. On va commencer à reposer les coussinets neufs. Les coussinets, je les ai ici.
Donc le rôle des coussinets, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pièce qui va venir entre le bloc et le vilebrequin. C'est une pièce à friction réduite. Pour grossir le trait, son rôle, c'est de réduire la friction au niveau du vilebrequin. Je vais reprendre des gants propres. Alors avant de poser les coussinets, on va repasser juste un tout petit coup de chiffon pour enlever les petites poussières restantes. Voilà, vraiment histoire qu'il n'y ait plus rien du tout. Et on va pouvoir commencer à poser les coussinets. Les coussinets, par contre, il y en a deux types au vilebrequin. Il y en a des rainurés percés comme cela, et des lisses. Pour le moment, côté bloc, il va falloir poser les rainurés percés comme ceci, tout simplement parce qu'il faut bien laisser un accès à l'huile pour rentrer au niveau du coussinet. Il y a également, là, juste ici, je pense que vous allez voir, un petit pion de centrage. Donc ça sert à centrer le coussinet à son emplacement, et à venir s'emboîter au niveau des petites encoches qu'il y a sur le bloc. Le coussinet, on le prend. Je vais commencer par celui-ci. Et on vient le glisser à sa place. Voilà. Et on fait en sorte que le bord du coussinet soit à fleur du bloc. Et on s'assure bien que les trous de lubrification du bloc soient bien alignés avec le trou de lubrification des coussinets. On va tous les poser de la même manière. Les coussinets sont posés, je vais remettre le bloc droit parce que maintenant qu'on va poser le vilebrequin, va falloir, faut pas que le vilebrequin se casse la figure, donc je vais remettre le bloc droit. Et je vais profiter que le vilebrequin soit sorti comme ça pour pouvoir poser le joint-spi du vilebrequin, tout neuf, avant de le mettre dans le bloc. Simplement parce que ça va beaucoup faciliter la pose. Le joint-spi, il est là, il va venir s'emmancher ici, au niveau de la portée extérieure, ici, là où vient le volant moteur. Donc je prends le joint-spi, je vais mettre un petit peu d'huile sur la lèvre. Voilà, comme ceci. Et je vais venir l'emmancher doucement sur l'arbre du vilebrequin. Voilà. Et on va passer au moment fatidique de la repousse du vilebrequin. Dernier petit coup de soufflette pour enlever les petites poussières. On s'assure, mieux vaut deux fois qu'une, que tous les trous de lubrification sont bien alignés. Si c'est bien le cas, on va huiler tous les coussinets assez généreusement. C'est vraiment très généreux et on vient étaler l'huile comme ça avec des gants propres. Et c'est le moment de reposer le vilebrequin dans le bloc moteur. On y va avec douceur. Voilà. Il faut que ça tourne librement. Ce qui est déjà bien le cas. Le joint-spi, je vais bien le mettre en place. Et maintenant, il va falloir poser les chapeaux. Les chapeaux, il faut également donc leur munir de leur coussinet, cette fois les coussinets lisses. Il y a également des petits pions de centrage qu'il faut bien aligner. On s'assure qu'il n'y ait aucune poussière. On huile généreusement. Voilà. Et on vient poser le chapeau dans le bon sens. Là on est arrivé maintenant au troisième palier. À cet endroit-là, il y a une chose à pas oublier, c'est de remettre ces cales de réglage. Donc ça c'est les cales de réglage du jeu axial. Ils viennent se mettre dans des petites rigoles à ces endroits-là, là qu'il va falloir que je réussisse à les glisser. Donc évidemment, on les huile également. Ils ont un sens. Là vous voyez, il y a deux traits ici. Ils vont pas vers le bloc, ils vont dans l'autre sens. Donc là par exemple, si je mets cette cale là ici, les traits vont vers le côté. Donc hop, je glisse ça. Et une fois ça mis, on peut remettre le palier à sa place. Et maintenant on n'a plus que le dernier palier à mettre. Et là par contre c'est un peu particulier. Le dernier palier, il y a le joint-spi pour faire étanchéité avec l'extérieur de la boîte de vitesse, mais ça ne suffit pas. Si juste je pose ça comme ça, l'huile pourra venir s'insinuer vers l'extérieur, entre le palier et le bloc, comme ça, aller sur le côté, et hop, ça peut aller vers ça comme ça. Donc il va falloir mettre un peu de pâte à joint pour assurer l'étanchéité. Et la pâte à joint, je vais venir en mettre ici, sur les côtés. Hop, alors je vais en mettre un tout petit peu. Je
Je vais venir étaler un petit peu comme ça, juste à la main. Vraiment, il n'y a pas besoin d'une grosse couche, hein, juste une fine couche, ça suffit. Et maintenant, on va pouvoir poser le dernier palier. Alors, maintenant, je vais approcher toutes les vis à la main. Il faut vraiment y aller progressivement. On rentre bien les paliers au fond de leur logement. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais tout de suite me rassurer que ça tourne bien. Ok, c'est nickel. Ça tourne librement. Sans jeu. Je vais faire un léger serrage, très léger serrage sur toutes les vis. Vraiment, c'est juste pour être sûr qu'elles soient bien embutées. Voilà. Et j'étais sur le point d'oublier un truc. Il y a la jauge à huile à reposer juste ici. Et ça tient par une vis de vilebrequin. Alors, hop, ça va là, comme ceci. Voilà. Ça tourne toujours librement. C'est parfait. Le vilebrequin est dans le bloc, le joint-spi est posé, les câbles de réglage sont posés, une partie de la jauge à huile est posée. Maintenant, on va pouvoir serrer au couple. Pour ça, on a évidemment besoin d'une clé dynamométrique. Le serrage pour ces vis-là, c'est entre 55 et 65 Nm. C'est une plage quand même relativement large. Moi, je vais serrer pile au milieu à 60. Donc là, c'est un serrage de précision, hein, vraiment. Là, je me suis mis à 60 pour quand même être précis dans le serrage. Alors déjà, je vais faire un serrage en escargot. Même s'il n'y a pas d'ordre de serrage donné dans la revue technique, je vais quand même faire un serrage en escargot. Et maintenant, on va serrer. On prend bien avec l'Inamo vraiment sur la poignée ici, pas comme ça. Vraiment comme ça. Et on serre progressivement jusqu'au déclenchement. Voilà. Ça a déclenché, on arrête de serrer. Il n'y a pas besoin de faire un deuxième clic ni quoi que ce soit. Voilà. Et voilà, le vilebrequin est serré. Alors, et ça tourne toujours nickel. Alors, si jamais vous avez un doute sur votre serrage, par exemple que vous ne savez plus quelle vis vous avez serré, que vous avez un doute sur une vis, vous pouvez faire une vérification du serrage, mais seulement à 80% du couple initial. Parce que si jamais vous gardez le même couple, quand vous allez faire un autre clic, vous risquez de serrer un peu plus la vis, même ne serait-ce que d'un demi-millimètre, mais vous augmentez le couple. Et ça, c'est valable sur n'importe quelle vis. Donc là, par exemple, dans mon cas, j'ai serré à 60, je vais régler avec l'Inamo à 48, donc à 80% du couple initial, pour vérifier mon couple. Maintenant, je vais revérifier le jeu axial du vilebrequin. Jeu axial que j'ai déjà vérifié dans la vidéo du démontage du vilebrequin. Mais là, je vais juste vérifier que ma valeur est toujours bonne. Donc si vous voulez savoir comment faire la vérification du jeu axial, allez voir cette vidéo là. Juste, ça se fait avec un comparateur comme celui-ci. Ok, c'est nickel, mon jeu est bon. Hop là. Et bah c'est une bien bonne nouvelle, le vilebrequin est monté. Oh là là, oh punaise, c'est vraiment génial. On va pas s'arrêter tout à fait là. Le vilebrequin il est posé, c'est nickel, c'est le début du montage du bas moteur. On va pas monter plus au niveau du bas moteur, on va s'occuper à monter 2-3 accessoires sur le moteur. On va installer 2-3 accessoires, par exemple le filtre à huile, parce que maintenant que le circuit de lubrification est tout propre, on va éviter de laisser des orifices ouverts. Donc je vais mettre le filtre à huile, ça va déjà boucher une bonne partie du circuit. Comme d'habitude pour les filtres à huile, on met un petit peu d'huile sur le joint. Voilà, et on vient visser ça sur le moteur. Et on serre à la main. Voilà. On va également remonter le capteur de pression d'huile qui va dans cet orifice-là. Le capteur avec son joint en acier. Alors ce capteur, son fonctionnement est très simple. Dans le circuit électrique, il y a toujours de l'électricité qui arrive ici. C'est un fil en fait qui passe au niveau du tableau de bord, au niveau des voyants, et ça en fait c'est bêtement un interrupteur taré pour pouvoir se fermer à une certaine pression. Quand il y a de la pression d'huile au-dessus de 0,35 bar, c'est très précis, l'interrupteur à l'intérieur s'ouvre et le courant ne passe pas, donc la lumière ne s'allume pas au tableau de bord. Dès que la pression chute en dessous de cette valeur, le contact intérieur va se fermer, va faire passer le courant part à la masse à travers le bloc moteur, et là ça fait allumer le voyant au tableau de bord. Sur les 4L ça fait allumer le voyant d'huile et le voyant de surchauffe. Hop là, on monte tout ça. Il n'y a pas de coupe de serrage indiqué pour ce capteur, donc je serre, voilà, fermement, c'est bon, ça suffit. Et on va remonter le reste de la jauge à huile. Alors ça se monte sans joint. Hop, et ça a un peu de mal à rentrer. Et voilà, commence à se reconstruire doucement. Franchement,
ça fait plaisir. Maintenant, pour éviter une pollution cycle de lubrification par les autres orifices de graissage, je vais boucher un maximum tous les orifices jusqu'au moment du remontage des éléments qui correspondent. Par exemple, le trou ici dans le bloc, je vais le boucher avec un scotch. Et je vais faire pareil pour tout le reste du moteur. Je vais venir boucher les différents éléments. Je vais venir couvrir également, que ce soit au niveau de la culasse, au niveau du carter d'huile, je vais venir couvrir avec quelque chose pour éviter qu'il y ait des poussières qui rentrent dedans. Vraiment, maintenant qu'on va commencer le remontage, il faut que tout soit parfaitement protégé. Enfin voilà, c'est là-dessus que se termine la vidéo aujourd'hui. Je suis vraiment extrêmement content d'avoir commencé à remonter ce foutu moteur. Ça fait maintenant un bon moment qu'il est démonté, ça a pris du temps avant de trouver le bon atelier, de faire rectifier les pièces. Enfin, ça commence. J'ai pas encore reçu toutes les pièces rectifiées ou réparées, donc les vidéos sur la suite de la reconstruction vont peut-être un petit peu attendre. Malgré tout, c'est quand même une excellente nouvelle qu'on ait réussi à faire ça. Et c'est pas fini, il reste encore beaucoup de vidéos sur le moteur qui vont arriver sur la chaîne. Je vais détailler toute la reconstruction. Là, je vous ai détaillé pour le vilebrequin, je vais vous détailler pour le réglage de la hauteur des chemises, pour la pose des pistons, la distribution, etc., etc. Vraiment, je vais essayer de faire quelque chose de très complet pour que tout le monde puisse comprendre, également encourager les gens à le faire eux-mêmes. Parce que les 4L en bon état se font de plus en plus rares, il faut les sauvegarder, ça passe par le moteur. Donc si vous avez une 4L restaurée et que vous devez faire la même opération que moi, c'est-à-dire refaire à neuf le moteur, je vous souhaite bien du courage parce que franchement c'est pas évident de trouver toutes les solutions à tous les problèmes, mais on y arrive. Je vous souhaite une bonne restauration, que ce soit sur le moteur ou sur le reste. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo, et à la prochaine.